Je rappelle que Kylian Mbappé n'a pas joué une seule minute. On sera en direct du Parc des Princes. On guette la conférence de presse de Luis Enrique et tout simplement savoir si c'est un choix de ne pas l'avoir fait jouer du tout ou s'il y a un petit souci physique. Donc, vous saurez ça ce soir en écoutant l'after. 32-16 pour réagir. Marion, coach, le PSG est suivi toutes les semaines, épié. On commente ces matchs, on analyse les performances. Et ce soir, j'ai l'impression qu'on a vu le meilleur Paris Saint-Germain depuis très longtemps. Moi, je remonterais même jusqu'en septembre, à l'époque où très vite on avait trouvé que Luis Enrique mettait sa patte, qu'il y avait de l'intensité, qu'il y avait du pressing. Est-ce que vous partagez ce point de vue ce soir? Ben non. Mais bon, c'est certainement, tu dois avoir raison ou en partie raison. Moi, j'ai vu un Paris Saint-Germain moyen, mais très, très sérieux, des changements. Donc, des changements qui me paraissent être intelligents. On retrouve des joueurs qu'on ne se rappelait même pas. Navas dans les buts, tout en vert, là. Donc, le jeune qui est arrivé, je ne veux pas. Beraldo. Beraldo, qui peut jouer arrière gauche, mais là, il est moyen, mais arrière central, il a l'air d'être intéressant. Pas de blessure et l'intelligence de ne pas avoir risqué de blesser Kylian Mbappé. Voilà, mais de là à voir le Paris Saint-Germain nettement au-dessus de ce qu'on a pu voir dernièrement, non, sérieux, oui, mais bon, j'ai pas été époustouflé par le match de Paris Saint-Germain ce soir. J'ai plutôt été déçu par le match de Lille. Marion, tu es d'accord avec Roland? Pas tout à fait. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Yes. Je trouve que, époustouflé, non, mais je trouve que c'est très rassurant. Ça fait très, très, très longtemps que le Paris Saint-Germain ne s'est pas présenté en huitième de finale de Ligue des Champions avec des joueurs qui ne sont pas blessés. Je veux dire, moi, j'ai quand même eu l'habitude de voir un Paris Saint-Germain qui se présente en huitième ou en quart avec beaucoup de blessés. Là, on voit que non. On voit que Luis Enrique a quand même très bien travaillé. Il fait tourner. Il a fait tourner ce soir. Le PSG met en difficulté Lille, qu'on le veuille ou non. C'est très rassurant avant un match de Ligue des Champions. Donc moi, j'aurais du mal à critiquer le Paris Saint-Germain de ce soir. Oui, alors effectivement, c'est peut-être pas flamboyant comme le voudrait Roland. Enfin bon, les buts, ils existent. Il y a effectivement un but contre son camp de Lille. Notons aussi sur Lille, quand même quelque chose de très très important, c'est qu'ils font une semaine difficile, voire catastrophique. Cette défaite en Coupe de France contre Lyon, cette défaite ce soir contre le Paris Saint-Germain. Mais moi, je suis plutôt optimiste pour Paris. Et pour terminer, je trouve que Luis Enrique fait plutôt du bon travail. On débriefera bien sûr avec vous, mais Lilou au 32-16 dans quelques minutes. Pour commencer sur Paris, accueillons Farid qui nous appelle au 32-16, supporter du PSG. Salut Farid. Oui, bonsoir Thibaut, bonsoir Salut, Farid. Marion, bonsoir coach. Bonsoir. Bienvenue dans l'after Farid. Merci. Bon, moi, mes 3 points, mon premier point, ça serait, parce que j'en peux plus d'écouter Antonetti commenter le Paris Saint-Germain. Viens sur RMC, il n'est pas là. Hein. Ah ouais, non, mais c'est bien pour ça que là, en fin de compte, j'ai regardé le match, mais j'ai coupé le son parce que j'en pouvais plus. Le deuxième point, c'est pour tous les détracteurs par rapport à Géo trouve tout. Hein. Je pense qu'il va taire pas mal de personnes. Par rapport à quoi, j'ai pas entendu? Géo trouve tout, tu sais, c'est le surnom que donne. Qui se fait un petit peu tailler systématiquement par. Que donne Daniel à Luis Enrique. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'il a plus que répondu. Et puis le troisième point, si on regarde, si on fait un comparatif avec la saison de l'année dernière, la même journée, sans Verratti, sans Messi, sans Neymar, ce coach fait mieux que le coach précédent. Mais bon, ça, j'en avais pas de doute, en tout cas en ce qui me concerne. Et puis surtout, je reviens à ce que tu disais, coach. Oui, on n'a pas été non plus flamboyant techniquement, mais par contre sur le pressing, et pour une équipe qui joue pas, tout le monde ne joue pas ensemble. J'ai trouvé que franchement dans l'envie, dans ce pressing-là, je les ai trouvés très bons. Ouais. Et ça fait un petit moment qu'on les avait pas vus aussi, embêtants dans ce pressing-là. Et je pense que si Lille n'a pas été si bon que ça, c'est peut-être parce que quelque part, coach, on les a empêchés d'être bons. Donc, c'est-à-dire avec les joueurs de ce soir, que ce ne sont pas des joueurs remplaçants, mais pour certains, c'est pas quand même tout à fait des titulaires. D'après ce que je vous écoute attentivement, et pourquoi pas, c'est peut-être moi qui ai tort. Donc vous trouvez que le Paris Saint-Germain de ce soir est meilleur que le Paris Saint-Germain qu'on a pu voir ces derniers temps? C'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas bien compris. J'ai dit sur moi, le je trouve, pressing perso, qui est demandé par le coach. Ouais. J'ai dit sur le pressing qui est demandé par le coach. Si tu reprends les 6-7 derniers matchs qu'on a eus, par rapport au début de saison où on pressait de partout et on récupérait haut le ballon,
Et ben là, on retrouve un petit peu ce qu'on avait, je dirais, Moi, je trouve que sur il y a quelques mois. je trouve ça tout à fait vrai. C'est un PSG vertical qui fait le pressing et qu'on avait perdu ces derniers temps. Moi, je trouve quand même que c'est un jeu beaucoup plus direct. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Farid. Thibaut, moi, je sais pas, coach, il a pas l'air d'être d'accord avec moi sur. Non, mais c'est-à-dire, j'essaie de Non, voir. Peut-être lui qui a raison. Hein. J'essaie de voir ce que fait Luis Enrique et ce que ne fait pas Luis Enrique. Je le trouve par moment très difficile à comprendre. Mais bon, c'est peut-être nous qu'on n'est pas assez intelligents. Je pense Mais quand, par exemple, je vois certaines compositions d'équipe de ce qui s'est passé ces derniers mois, ce soir, quand on prend 4 à 5 joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, qui n'ont pas l'habitude d'être titulaires, on s'aperçoit qu'avec ça, on fait le meilleur match. Ça veut dire que depuis 7 mois, là, par contre, ça pose pas de problème. Ça veut dire des joueurs qui sont nouveaux de façon Roland, titulaire. Ça veut dire qu'il a fait tourner intelligemment, ça. Ah, mais qui fait tourner intelligemment, j'en doute pas. C'est ça que ça veut dire. Mais pour faire tourner intelligemment, il suffit que tu mettes des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Si par exemple ce soir, vous vous êtes aperçu que Ramos, c'était un numéro 9, intéressant, qui peut être là pour finir les actions. Eh bien, bravo Luis Enrique, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne vais pas vous contrarier. Mais c'est pas mal, il est pas esclave d'un schéma de jeu, il n'est pas esclave des mêmes joueurs, il est capable de s'adapter et je trouve ça très positif, moi. Mais moi, attention, on n'est pas en train de faire un match entre nous. Moi, j'arrive pas à le suivre. Mais c'est certainement moi qui dois me servir d'une de mes phrases préférées. On doit progresser à tout âge. Je dois progresser. Farid, je te redonne la parole dans un instant, mais c'est fini à la CAN. On connaît le 3e de cette Coupe d'Afrique des Nations, Nico Jamin, à Abidjan. Et le 3e, c'est l'Afrique du Sud qui s'impose, qui arrache le bronze après la séance de tir au but, alors que les Congolais ont longtemps mené dans cette séance. Chancel Bemba avait au bout de son pied la 3e place, la médaille de bronze. Et bien, il s'est manqué le 5e tireur congolais finalement. Victoire et 3e place, podium pour l'Afrique du Sud, comme en 2000, 24 ans après, le sélectionneur Hugo Bross qui est porté au nu par ses joueurs. Les 3e sont les Sud-Africains, 4e la RDC. Demain, la grande explication, la finale de la CAN entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Nico Jamin, qu'on retrouvera à partir de minuit pour l'After CAN en direct jusqu'à 1h30. Roland. Je termine et après je vous écoute avec beaucoup d'attention. Donc, en ce qui concerne ce qui s'est passé ces dernières semaines ou ces derniers mois, on a donc un Luis Enrique qui nous explique que la meilleure solution, c'est Mbappé dans un poste de numéro 9. On peut ne pas être d'accord avec ça. Et si ce soir, il faut féliciter Luis Enrique de ne pas avoir pris de risque de faire jouer Kylian Mbappé, mais je veux même le traiter de génie, moi, si ça vous fait plaisir. Ce sera peut-être un peu trop. On serait pas sûr de ton premier degré. Je remercie Farid d'avoir été là au 32-16. Bon. À bientôt, Farid. Thibaut, oui. Thibaut, je voulais quand même rebondir sur ce que disait coach. Allez, vas-y. Quand même, c'est pas le fait. Encore une fois, c'est pas le fait qu'il ait mis Mbappé sur le banc pour qu'on puisse l'avoir la semaine prochaine pour la Champions League. Ce que je veux te dire, et je dis pas que c'est le meilleur match qu'on ait pu faire, c'est dans l'intensité, dans ce pressing haut. Et dans l'agressivité, je trouve qu'on était beaucoup plus agressif que sur les derniers matchs et non pas sur les 7 derniers mois. Donc maintenant, c'est plutôt dans ce côté-là. Et puis moi, j'ai bien aimé même Mukelele qui jouait pas depuis un certain moment. J'ai trouvé que quand même, si parfois l'adversaire est mauvais, est-ce que tu peux nous accorder, coach, que parfois c'est peut-être un peu grâce à nous, non? Absolument. Merci. Mais si par exemple vous sautez au plafond parce qu'il y a un entraîneur qui fait jouer 5 joueurs qui n'ont pas la certitude d'être titulaires et qui se battent comme des chiffonniers pendant 90 minutes avec des salaires exorbitants comme nous entendons et comme nous lisons dans les journaux, eh bien je vous suis pas, mais tant pis pour moi, je vous applaudis, bravo. Je remercie Farid d'avoir été là, à très bientôt et bravo Farid, et j'accueille Jawad qui nous appelle également au 32-16. Salut Jawad, bienvenue sur RMC. Salut Thibaut, salut tout le monde. Bon, comment tu te positionnes là? Tout le monde n'est pas d'accord là sur ce plateau. Toi, comment tu analyses la performance du soir? Comment tu la juges en fait au regard du PSG des Parle-nous s'il te plaît de cet exploit là.
Non, moi je le mettrais pas dans. Alors, je suis plutôt l'avis de Roland. Moi je le mettrais pas comme un exploit le fait de mettre Mbappé sur le banc. Par contre, moi, alors c'est peut-être l'une des prestations les plus abouties du PSG que j'ai vu en championnat. Mais je constate quelque chose. Je constate que quand Kylian n'est pas là, on a un PSG qui est beaucoup plus concerné à la perte de balle au niveau du pressing, beaucoup plus agressif. J'observe aussi qu'on a des joueurs qui sont beaucoup moins crispés aussi lorsqu'ils ont le ballon, qui se trouvent aussi beaucoup plus facilement et qui optent moins pour la solution de facilité qui est de donner la balle à Kylian. Alors je dis pas que tout est de la faute de Kylian, pas du tout. Je dis juste que effectivement le PSG peut jouer sans Kylian aussi et ça dénature pas son football. Au contraire, on voit un beau Paris Saint-Germain. Donc c'est peut-être de bon augure aussi pour la saison prochaine, ça donne peut-être des idées pour la saison prochaine, mais ce que j'observe, c'est une constatation. Si Kylian, ça va. Oui, parce que moi je suis pardon, je coupe Jawad 2 secondes parce que moi je suis tout à fait de l'avis de Roland. C'est-à-dire que je pense que Kylian Mbappé va rester au Paris Saint-Germain. Je tente, en tout cas je le pense. Je pense que l'enjeu financier est trop fort. Mais alors du coup, bon, moi je sais pas s'il va rester ou pas, mais en tout cas ce que j'observe, c'est que effectivement j'ai vu un PSG sans Kylian qui était beaucoup plus agressif à la perte de balle. Et autre chose que j'aimerais que j'ai constaté dans le cadre de ce match et depuis aussi plusieurs matchs, c'est que Luis Enrique il nous bassine avec sa possession de balle, mais il doit vraiment faire avec les joueurs qu'il a. Il a clairement du matos pour un football direct, pour un football où on n'a pas forcément la possibilité, comme il avait lui au Barça avec Xavi, Iniesta. Nous on a des joueurs qui se trouvent directement et qui fonctionnent en contre-attaque, qui vont à 1000 à l'heure. Et alors, mais si je peux me permettre, excusez-moi de te couper, après je t'écoute très attentivement. Ouais. J'ai passé ma vie ou une partie de ma vie à réfléchir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on fait de bien avec les joueurs que tu as, etc. Mais on ne peut pas simplifier les choses et ne pas dire que pendant un match de 95 minutes, on va jouer la possession, on va jouer la transaction, on va jouer... On ne peut pas tout jouer dans un match. Le pressing, c'est impossible de le faire pendant la totalité d'un match. Eh bien, tu le fais quand tu peux, tu le fais peut-être dans certains moments que tu vas choisir avec tes joueurs et tu vas le déclencher de telle ou telle façon à tel ou tel endroit. Attendre après ton adversaire pour le prendre en compte avec des joueurs qui sont véloces. Mais tu es obligé de dire on va jouer la possession, on va jouer la transition. On ne peut pas jouer les deux, les amis. Tiens, juste avant, Jawad, Luis Enrique au micro du diffuseur ce soir sur Mbappé qui dit Mbappé aurait pu jouer. Ce soir, on a pris des précautions en vue du match contre la Real Sociedad. Mais heureusement, hein. Heureusement, je veux dire, le PSG a 8 points d'avance, si je me souviens bien, avant ce match. Oui, avant, provisoirement, 11 points là, provisoirement sur 9. Provisoirement, c'était 8 avant le match. Bon, c'est tout à fait normal de faire tourner. On sait que le PSG a un rendez-vous très important, c'est la Ligue des Champions. Et moi, je trouve ça très rassurant que le Paris Saint-Germain soit très en forme avant. Enfin, et surtout au mois de février. Moi, j'ai connu parfois un Paris Saint-Germain qui était au top au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre. Et puis, la Ligue des Champions avançant, c'était plus difficile. Et juste, Jawad, pour rebondir sur ce que tu dis, tu as apprécié ce match ce soir du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est un peu ce que tu sembles le dire, mais je veux être sûr que c'est bien ce que tu veux dire. Est-ce que tu sembles dire que limite sans Mbappé, c'est mieux ou je force un peu le trait de ta réflexion? Je vais éviter de donner mon compte Twitter, sinon je vais me faire insulter. Bah non, mais t'as le droit de le penser. Alors, mais honnêtement, moi, au fond de moi-même, si tu veux tout savoir, et je pense que c'est aussi caractéristique de pas mal de supporters parisiens, si demain Mbappé doit partir, pour nous, c'est pas un drame en fait. En fait, moi, j'identifie clairement une vie sans Mbappé. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a une vie sans Mbappé. Et effectivement, c'est peut-être le meilleur joueur du monde, ou l'un des meilleurs joueurs du monde, il n'y a aucun souci. Mais je dis juste que Kylian, il a cette faculté de pouvoir, on va dire, de démembrer toutes les défenses adverses. Et je renierai jamais ses qualités. Mais j'observe juste que depuis qu'il a ce rôle de leader technique au Paris Saint-Germain, ce rôle de numéro 1, je le trouve feignant, moi, Kylian. Je trouve feignant à la perte de balle. Souvent, quand il perd le ballon, je le vois baisser la tête. Alors, c'est peut-être Neymar qui a donné ses mauvaises habitudes, mais là, ce soir, j'ai vu des mecs
perte de balle, tout le monde concerné, tout le monde était là à chatouiller les chevilles des adversaires. Et c'est ça qu'on veut, nous. Non, mais là, on peut pas. Jawad, Marion. c'est une bénédiction quand même d'avoir un joueur comme Kylian Mbappé à Paris. Je veux dire, les rumeurs sur le fait qu'il parte pas, bon, ça, il n'est pas non plus toujours responsable de ça. Je veux dire, il y a un moment où ça s'emballe beaucoup et je comprends, mais on a quand même à Paris la chance et en France d'avoir un joueur comme ça. Je veux dire, là, encore une fois, le LOSC en face, c'était quand même aussi un petit peu faible. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils ont fait une semaine catastrophique. Ils n'ont pas été bons contre Lyon non plus. C'est tout à fait normal aussi que Paris en profite aussi, et avec ou sans Kylian, je veux dire. Et tant mieux si Enrique arrive à faire tourner et que c'est pas si mal. Voilà, c'est une construction. Donc moi, je suis pas négatif du tout. D'ailleurs, coach, Marion et vous tous au 32-16 et Jawad, si on s'intéresse à ceux qui étaient là ce soir, aux joueurs présents. Donc je rappelle, parmi les joueurs qui jouent peu, qu'on a vu ce soir, Ramos titulaire, Kolo Muani titulaire, Navas. On avait donc Beraldo, Mukiele qui était là également, Ugarte, Ruiz, Asensio au milieu de terrain. Qui vous a le plus plu? Parce que alors, il y a Dembélé qui était là, qui a encore fait un super match ce soir, je pense que voilà, mais est-ce que vous retenez plus le très bon match à nouveau de Dembélé ou, coach Marion, par exemple un Ramos, titulaire pour la première fois depuis plus de 2 mois en championnat, qui marque, qui effectivement, comme le disait Jawad, fait son pressing dès qu'il perd la balle, qui est présent dans la surface dès qu'il y a un centre, etc. Qu'est-ce qui vous a plu ce soir le plus? Là aussi, c'est les possibilités qu'il peut y avoir dans une époque que nous traversons avec ces 5 changements. C'est énorme, 5 changements. Tu te rends compte, c'est la moitié des joueurs de champ si tu mets le gardien de côté. Et quand tu as l'effectif de Paris Saint-Germain, eh bien, tu peux avoir plusieurs formules. Et la formule avec Ramos, numéro 9, finisseur, dans un rôle un petit peu qui sert de cible, de point de repère, je trouve que c'est une solution qui est peut-être aussi bonne, sinon meilleure, que celle de Kylian Mbappé dans un poste de numéro 9. Chacun sa vision des choses. Moi, je ne dis pas que la mienne, c'est la bonne, c'est la mienne. N'oublions pas Asensio aussi, qui, je trouve, a fait un bon match ce soir. Ben ouais, il y a lui aussi. Voilà, et je trouve parce que quand même, pour répondre à ta question, parce que tu poses une question et finalement, on ne te répond pas. Oui, c'est gentil. Merci, Marion. Ça serait quand même sympa. C'est vrai, ouais, cool. Oui, mais j'avais pas l'intention de vous lâcher, t'inquiète pas. Très bien. Dembélé, il lui manque une seule chose, ce sont des stats. Ouais. Donc, c'est un petit peu fatigant, évidemment, mais c'est vrai que quand on le voit comme ce soir, c'est un joueur magnifique à avoir joué. Il a une passe dès ce soir sur le but de Ramos. Absolument. Mais c'est vrai que quand on regarde les stats depuis le début de saison, c'est un petit peu décevant, il faut se dire les choses. Et encore là, je mets des nuances. Voilà, c'est un petit peu décevant pour pas dire totalement, mais il lui manque des stats, mais c'était très agréable d'avoir joué ce soir. Jawad, sur les joueurs présents ce soir, tu retiens quoi? Est-ce que c'est ce Ramos qui a été, je pense qu'il fait peut-être d'ailleurs aussi son meilleur match avec Paris cette saison. Après, il faut qu'il joue, donc ce soir il a eu la chance de jouer. Dembélé. Après, on peut ouvrir le dossier Beraldo aussi si tu veux, je sais pas. Non, moi clairement, Ramos a été généreux ce soir. Sur ça, il n'y a aucun souci. Après, j'aimerais qu'il pèse un peu plus offensivement, mais bon, ça va monter crescendo avec la confiance. Moi, clairement, si je devais sortir un joueur de ce match et mettre une mention spéciale, pour moi, c'est Manu Ugarte. Alors, il a été monstrueux encore une fois. Il a été énorme à l'impact et je comprends pas pourquoi Luis Enrique, d'un coup, a décidé de ne plus donner la confiance. Depuis ce match à Newcastle où il a sombré par la faute de Luis Enrique avec son 4-2-4, depuis ce match-là, j'ai l'impression qu'il l'a accusé un peu des mots du PSG MAX, et donc du coup, après, on le voit beaucoup moins. Et quand il est sur le terrain, il peut pas s'en passer pour moi. Manu Ugarte, c'est un monstre au milieu de terrain. Il n'y a personne qu'au-dessus de lui au PSG, ça n'existe pas. Et pour finir sur Beraldo, catastrophe. Il y en a plein à Créteil ou n'importe où, des petits comme ça, ils le mangent 2 fois. Ils le mangent 2 fois. Qu'est-ce qu'ils sont partis chercher un petit au Brésil? Il y en a plein chez nous en Ile-de-France, ils sont 10 fois meilleurs que lui. C'est qui bon, après, on peut lui laisser le doute. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je te ramène 10 dans le Val-de-Marne, ils sont meilleurs que lui. 10 dans le 94. Alors, non, plutôt en Seine-et-Marne. Alors, moi, je donne là-bas plus dans le 7-7. Partout en Ile-de-France. Non, mais c'est vrai que quand tu as des difficultés pour trouver une charnière des 2 arrières centraux, puisque tu joues avec 2 arrières centraux, bon, ça, chacun ses goûts. Il y a une époque qui est la nôtre où tu peux jouer avec 2, voire 3 arrières centraux et tu peux faire les 2 formules. Là, ne pas faire, comme on disait tout à l'heure, l'une ou l'autre. Tu fais l'une et l'autre. Mais pour que cette charnière à 2 soit vraiment solide, le mécanisme de cette charnière, il te faut
un bon récupérateur devant, qu'on a surnommé aussi dans l'époque que nous vivons, la sentinelle. Et Ugarte, c'est difficile de trouver mieux. Et ne soyons pas surpris si, par exemple, une charnière Marquinhos-Danilo, qui est bon, allez, moyenne bonne, mais elle pourrait être moyenne bonne, voire même très bonne, avec Ugarte en sentinelle. Ça peut changer beaucoup de choses. Et ensuite, même s'il y a la possibilité de faire rentrer Asensio, ça dépend de l'équipe que tu as mis, de faire rentrer le coréen, ouais. Lee Kang-in, ouais. Le coréen. Mais trouver mieux pour démarrer un match que Ugarte, Zahir Emery et Vitinha, sincèrement, pour moi, c'est compliqué. Après, tu peux avoir des visions différentes, mais ce qui fait le football passionnant, c'est justement qu'on n'est pas d'accord sur pas mal de choses sans savoir qui a raison. Oui, si on était tous d'accord, il n'y aurait pas l'after. Mais ouais, on s'emmerderait. Qu'est-ce qu'on ferait le samedi soir? Je rappelle en plus que Beraldo, d'ailleurs, il l'a fait débuter arrière gauche et Lucas Hernandez dans l'axe aussi, et c'est vrai qu'il a eu un début de match compliqué. Ouais, Marion. Attention sur Ugarte. Je sais que c'est un joueur qui plaît énormément aux supporters de Paris parce que c'est un soldat, parce que je sais que on reproche parfois à Paris d'avoir des danseuses, entre guillemets, voilà, des stars. Voilà. Ugarte, c'est l'anti-star, c'est la grinta sud-américaine, et je sais combien on aime ça. Mais attention, quand même, il est limité, moi je pense quand même. Son niveau est limité, et je pense que contre Lille, et contre un Lille, encore une fois, qui était vraiment en difficulté ce soir, ça passe, bien sûr que ça passe très bien. Maintenant, en Ligue des Champions, dans l'avenir, un Manchester City ou un Real Madrid, voilà, là je dirais que Ugarte a sa place sur le banc. Jawad et Ugarte, tu m'en ramènes aussi du Val-de-Marne ou c'est comment? Franchement, j'en ai pas. Ah, je te dis la vérité, je te dis ouais. et Marion, je viens d'écouter attentivement ce que tu viens de dire. Oui. C'est un joueur qui vient du Sporting, qui est amené à jouer régulièrement en Champions League. Du coup, je pense qu'il va monter en puissance et c'est pas interdit qu'il progresse et qu'il devienne un joueur de classe mondiale. Donc, je pense que si on continue à faire si on passe ce tour européen, ça fera partie de son apprentissage et on ne sait pas, il a une marge de progression qui est énorme. Après, tu identifies des difficultés, peut-être des difficultés techniques, on va dire, dans la relance, dans le jeu long, peut-être qu'il a du mal, des fois, il a des pertes de balles qui peuvent énerver Luis Enrique, je peux comprendre, mais il n'y a pas mieux que lui. Rendez-vous dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Aucun souci. Dans 10 ans. Ou dans 10 ans, absolument. Même jour, même place, même heure. On a la musique. Salut Jawad. Salut, juste pour terminer, Thibaut, oui. Moi, traditionnellement, j'appelle avant le tour de Champions League et j'ai la poisse à chaque fois. Mon équipe, elle se fait éliminer et je suis en dépression totale. Qu'est-ce que tu fais ce soir là? Justement, ce match, il m'a rassuré. Avant ce match-là, je m'étais dit, je vous appelle pas. Après ce match-là, je me dis, allez, je vais faire un coucou et je vais casser le mythe et casser cette poisse. Donc, vous allez voir, on passera ce tour. Bon, c'est pas difficile, c'est la Real Sociedad, je me porte l'œil. Wow. Mais... Wow. Mais en tout cas, si jamais le PSG est éliminé, on saura trouver le coupable, Jawad. Je serai en dépression comme tous les ans. Si tu veux. Salut Jawad, merci en tout cas du coup de fil. À bientôt, bye bye, bon week-end. Le LOSC, sale semaine pour le LOSC qui donc perd ce soir 3-1 après avoir été éliminé de la Coupe de France en milieu de semaine. Il y a un Paul qui est là au 32-16, supporter lillois. Salut Paul. Salut Thibaut, salut coach. Salut Paul. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine avec ton LOSC, un Lille méconnaissable, enfin au niveau des résultats, mais même au-delà de ça, dans la manière de jouer, la pauvreté technique. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que effectivement, que tu perdes des matchs, ça arrive à tout le monde, il n'y a aucun problème. Mais que tu le perdes avec cette manière-là, c'est quand même beaucoup plus inquiétant. Surtout contre un Paris Saint-Germain où tu avais quand même Navas qui n'a pas joué depuis 2022. Danilo Pereira qui est pas bon en charnière centrale, Beraldo qui vient d'arriver. Asensio sur le côté droit, Ramos qui a joué 3 minutes depuis 6 mois. En fait, c'est surtout la manière et face à cette adversité-là qui est inquiétante. Et en fait, moi j'ai senti, en fait, quand tu joues quand tu fais autant d'erreurs dans le jeu et quand tu joues avec aussi peu de maîtrise, tu peux pas t'attendre à beaucoup plus. Comment vous expliquez, coach et Marion, ce Lille? Enfin, je sais pas. C'est vrai que on a l'impression que c'était pas Lille, quoi, en fait. Ouais, mais bon, ils sont sur une vingtaine de matchs où ils ont été brillants et invaincus aussi. Donc ils ont remonté au classement pour être maintenant avec l'espoir de terminer 3e, voire 4e. Et rencontrer Lyon en ce moment, mais c'est peut-être pas l'équipe qu'il faut rencontrer en ce moment. Et après, avec une bosse sur la tête,
tu joues le Paris Saint-Germain, même avec une revue d'effectifs, le Paris Saint-Germain de ce soir, oui, mais tu fais un match moyen, tu perds. C'est une semaine qui est évidemment mauvaise, mais c'est pas non plus la catastrophe. Marion. Moi, je trouve que c'est non pas catastrophique, mais inquiétant. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire qu'effectivement, Lyon s'est renforcé. Je reviens sur le match de Coupe de France. Lyon s'est renforcé. Et tout de suite, on a un retour un petit peu d'un Noël un peu plus incisif et difficile à prendre. Lille, effectivement, n'a pas de chance, mais je trouve que il n'y a pas à Lille non plus des joueurs dont j'imagine qu'ils pourraient être vendus à des grands clubs la saison prochaine. Je trouve que ça s'essouffle un peu. Je trouve pas ça très bon. Il faut dire les choses comme elles sont et tenir une saison entière. Yoro, l'arrière central, le petit Zegrova et tout. Il y a au moins deux joueurs qui peuvent être bien vendus. Non mais au-delà de ça, moi je veux bien le mythe qui consiste à dire que Lille vend tous ses joueurs à la fin de chaque mercato. On se rend compte depuis quelques années que c'est pas vrai. Donc non mais pardon, je parlais pas du fait. Mais à chaque fois vous dites ils vont être vendus à des grands clubs. On se rend compte que depuis quelques années le mythe du LOSC qui vend. Mais je parlais pas du LOSC en général, je parlais de la Ligue 1 en général. C'est-à-dire que la Ligue 1, on sait très bien. Non mais c'est le cas du LOSC, c'est le cas de Monaco, c'est le cas de l'OL. C'est pas pour rien que ça s'appelle la Ligue des Talents. Donc sortons un petit peu aussi du LOSC. Je dis en général, on n'imagine pas dans cette équipe qu'il y aura des ventes mirobolantes parce que le niveau n'est pas exceptionnel. Alors je sais que on le prend un petit peu mal, mais c'est pas méchant ce que je dis, c'est juste une évidence et c'est même inquiétant même pour le reste de la Ligue 1, pas simplement pour le LOSC. Moi, je crois que Paul le prend très bien. Non mais la thématique de la vente, honnêtement, je ne veux pas ce qu'elle fait dans ce match-là. Moi, au contraire, j'ai envie de dire au contraire, si la vente c'était uniquement l'alpha et l'oméga de la Ligue 1, on aurait dû assister au contraire à un très grand match avec des joueurs comme Zegrova qui auraient au contraire dû se montrer. Justement, Paul, ces joueurs qui sont là. Justement, moi je trouve qu'au contraire, il y a eu des faillites individuelles. De la part de joueurs qu'on n'attendait pas à un niveau aussi bas. Moi, Zegrova, je l'ai trouvé catastrophique. Très décevant. Si vous voulez mon avis, moi, le meilleur joueur aujourd'hui, c'était Gudmundsson. Gudmundsson, dont le coach a dit qu'il faisait jamais des miracles, qu'il faisait jamais rien d'exceptionnel, mais comment il était solide. Et aujourd'hui, on a vu qu'aujourd'hui, le meilleur joueur lillois, c'était Gudmundsson. Effectivement, il faisait rien d'exceptionnel, mais il était solide. Zegrova, faille totale. Alexandro, il donne 2 buts, mais on a l'impression que c'était Noël avant l'heure. Après l'heure. Oui, ou après l'heure en l'occurrence. Moi, les joueurs qu'on attendait à un très bon niveau aujourd'hui ont pas répondu présent. Angel Gomez, moi que j'adore, moi c'est mon petit chouchou à Lille. Il a été transparent. Mais c'est vrai qu'il y a un. Oui, il y a ce que je disais tout à l'heure, ce Lille un peu méconnaissable, en fait, c'est ça, c'est techniquement, parce que c'est pour ça aussi qu'on aime voir jouer ce LOSC, qu'on en parle souvent quand même dans l'after, ce côté technique. Ah bah oui, voilà. C'est une équipe qui est plaisante à voir jouer. Mais là, ils ont raté leur semaine. Bon, mais ok. Mais vous inquiétez pas plus que ça, en fait. Écoute, il y a encore, même si c'est la petite Coupe d'Europe. Il y a encore ça. C'est sûr que ne pas être en Coupe de France, tu peux avoir les boules. Au classement, la possibilité de terminer 3e ou 4e, elle existe encore. Paul, comment tu vois la suite? Parce que je te sens énervé ce soir, mais est-ce que tu dis, tu mets en avant la thèse de la mauvaise semaine ou tu penses que ça, même dès la semaine prochaine, tu reçois le Havre, ça peut se compliquer là pour le LOSC? Non, mais moi j'ai quand même envie de mettre ça sur le coup de la mauvaise semaine, mais c'est plus entre guillemets de la méthode Coué. Quand je vois que, il a juste suffi à Lyon de prendre plusieurs recrues et de le donner à un entraîneur qui a jamais entraîné un club de ce niveau-là, et malgré tout est en difficulté et contre un PSG qui a fait une très large revue d'effectifs et qui a mis dans l'équipe qui a joué ce soir des joueurs qui n'ont pas joué pour certains depuis plusieurs mois. Et que tu produis ce genre de prestations, moi ça a quand même tendance à m'inquiéter. Après, j'espère que le coach Fonseca va remettre de l'ordre dans tout ça. Et déjà, ce qu'il vient de dire. Prochain match, vous recevez qui? Le Havre. C'est le Havre la semaine prochaine.
En conf de presse au micro de Valentin Jamin et Clément Brossard, Paulo Fonseca qui a été interrogé sur son système, parce qu'il n'a pas mis David, il a mis Gazice en faux numéro 9. Il a expliqué qu'il ne regrettait pas, que c'était tactique, qu'il avait fait au match aller, que ça avait bien fonctionné et que c'est pour ça qu'il avait fait ça ce soir. Paul, je te remercie d'avoir été là. Merci à vous. Passe un bon week-end quand même, mon Paul. Merci. À bientôt. Hein. Ciao. Salut Paul. À bientôt Paul. Bye bye Paul.